Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Canal Ivoire pour suivre une enquête qui a été réalisée par nos confrères du quotidien L'Expression. C'est une enquête sur la résistance du peuple abé avec cet épisode très riche qui est l'assassinat de l'officier français, de l'officier colon Rubino. 100 ans après la révolte des Abés, pourquoi le colon Rubino a été tué? Le peuple abé, situé dans le sud de la Côte d'Ivoire, dont le chef-lieu de région est Agboville, a une histoire qui rime avec celle d'une farouche opposition à la soumission et à l'exploitation servile liée à la colonisation. La postérité retiendra pour longtemps cette histoire cocasse où en 1910, les Abés auraient assassiné un officier colon qui, après avoir été tué, a été découpé en morceaux et a été cuisiné puis consommé pour donner un avertissement à l'administration coloniale. Ceci pour signifier aux Blancs que les Abés ne sauraient brader leur intégrité et leur dignité au nom d'une quelconque mission de civilisation. L'histoire retiendra aussi que c'est ce peuple qui a opposé la résistance la plus farouche à la pénétration coloniale, laquelle résistance aura duré plus de 10 ans, de 1906 à 1916. Mais, au fait, quel est ce peuple supposé rebelle qui, dit-on, n'hésite pas à manifester son désaccord, souvent de façon plus cruelle? Quelle est la réalité sur cette affaire de cannibalisme où un blanc aurait été mangé par les Abés dans la mouvance de ce que l'histoire appelle désormais la révolte des Abés? À la faveur d'une visite dans cette région, l'expression est allée puiser à la source de l'information où l'équipe de reportage a pu rencontrer des notables qui ont pu restituer les faits dans toute leur historicité. Ces gardiens de la tradition ont levé le coin de voile sur l'histoire du peuple abé Kroubou et sur cette affaire de Rubino qui a fini par donner son nom à une localité de cette région. Les Abés, un peuple rebelle. Les Abés font partie du groupe Akan et comme les autres membres de ce grand groupe ethnique, ils sont venus du Ghana au XVIIe siècle et se sont installés au sud du fleuve Komoyé, précisément à Eri-Makougué. Agboville est une ville créée par les colons après l'évacuation des populations du village d'Eri-Makougué à cause de l'épidémie de malaria. Rapidement, cette petite cité devient le principal poste militaire du canton abé. Après le soulèvement des populations, cette localité devient en 1916 chef-lieu du cercle de l'Agnébi qui renferme la subdivision d'Agboville et d'Adzopi. Le département d'Agboville, devenu chef-lieu de région, comprend aujourd'hui les sous-préfectures d'Azagué, Aurès-Kroubou, Rubino, Grand-Maurier et Séchi. Certains faits historiques vécus dans cette région suffisent pour dire que cette zone a été le berceau de la contestation et de l'opposition à l'administration coloniale sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny. En 1944, par exemple, le syndicat agricole africain fut créé dans cette région, précisément dans le campement agricole de Joseph Aloma et de Gabriel Dadier. Le colatier, plante tropicale produisant la noix de cola, sous laquelle s'est tenue la réunion de la création du syndicat agricole africain, n'a rien perdu de sa verdure. Ce colatier qui a vaincu les affres du temps se dresse fièrement toujours dans le domaine de Gabriel Dadier, père de Madame Hortense Aka Angui, sur l'axe Agboville-Tiassalé. Cet arbre est devenu un lieu de pèlerinage pour les militants du PDCI, parti politique qui est sorti
des entrailles du syndicat agricole africain. Henri Konan Bédié, président de cette formation, n'a pas manqué d'aller s'incliner au pied de cet arbre plein d'histoires au cours d'une de ses visites dans la région. Sur ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Rubino, Nana Okoma Calvaire, ex-employé de l'usine Côte-d'Ivoire à la retraite et membre de la notabilité de cette localité, a rappelé les faits tels qu'ils ont été racontés par son père qui était un acteur clé de la révolte. Pour lui, les abbés ne sont pas des rebelles, encore moins des cannibales. À en croire ce gardien de la tradition, l'abbé tient à son honneur, à son intégrité et à sa dignité comme la prunelle de ses yeux. C'est quand on veut porter atteinte à ces valeurs qui lui sont cardinales qu'il démontre sa face cachée. Les yeux plongés dans les souvenirs de son enfance, ce sexagénaire raconte avec délectation cette histoire telle qu'il l'a reçue de son père autour du feu de bois. Rubino est le nom d'un colon qui, parallèlement à sa qualité d'officier de l'armée coloniale, exerçait le métier de commerçant dans notre canton. Il partait chercher des marchandises à Grand Bassam pour aller les déposer dans son comptoir à Dimboko. Pendant ces voyages, il passait souvent la nuit chez nos parents. C'est pendant la révolte des abbés que ce monsieur a été tué par les abbés à Deobodje, village situé à 9 km d'Agboville et à 10 km de Rubino. Après ce crime, nos frères qui vivaient dans ce village, qui originellement s'appelait Bobobu, qui est un nom agni et qui signifie sous le rognier. Nos parents ont préféré donc se rabattre ici pour fuir la furia des colons et des tirailleurs sénégalais qui ont été dépêchés dans notre canton pour mater la révolte. Tout le monde a donc fini par venir s'installer à Rubino, qui était également un carrefour où les commerçants venaient se reposer au bas du rognier avant de poursuivre leur chemin vers Tiasalé ou Mbatu. C'est donc en souvenir de ce blanc qui a été tué que le nom Rubino a été donné. Il y a même une mausolée qui a été érigée en sa mémoire et est devenue aujourd'hui un lieu touristique, raconte le notable avant d'ajouter que les 100 ans de cet événement seront célébrés l'année prochaine. C'est les Blancs qui ont mangé Rubino. C'est à tort qu'on accuse les abbés d'être un peuple cannibale qui aurait mangé un homme de race blanche pour se venger des Français à l'époque coloniale. Sans toutefois nier la véracité des faits, le notable a fait savoir que ce sont les colons eux-mêmes qui ont mangé la chair de leurs compatriotes rubinois. Voici son témoignage. À l'époque, les colons et les tirailleurs venaient mater les populations qui s'opposaient au portage et aux travaux forcés. Ils l'ont fait pendant 2 années successives et ce, pendant les fêtes d'Ignam qui étaient célébrées pendant 3 jours consécutifs. C'était à cette occasion qu'ils surprenaient en pleine fête les villageois et ceux-ci, pour fuir ces raids, étaient obligés de prendre la clé des champs pour se réfugier dans les forêts. Ils massacraient les femmes et les enfants, saccageaient le village, mangeaient la nourriture qui était préparée pour les fêtes et emportaient par la suite tout ce qu'ils pouvaient emporter comme bien, qui était soit de l'or ou d'autres objets précieux. Après enquête, les villageois se sont rendus compte que c'est le commerçant Rubino qui transitait par notre région et à qui nos parents donnaient gîte et couvert, qui informait l'administration coloniale des moments propices où l'armée coloniale pouvait trouver tout le monde en place. Pour lui faire payer sa traîtrise et la dette de son ingratitude, les villageois l'ont tué à la veille de la 3e fête d'Ignam qui a suivi, sachant pertinemment que les tirailleurs et les officiers blancs allaient venir en représailles le lendemain comme les années précédentes. Ils ont donc préparé dans un repas très succulent, beaucoup apprécié par les colons de l'époque.
Comme il fallait s'y attendre, ils ont débarqué et le lendemain, les villageois ont naturellement pris la fuite. C'est pendant qu'ils mangeaient, comme à leur habitude, les nourritures laissées par les villageois, qu'un des colons s'est aperçu que le morceau de viande qu'il avait pioché était en réalité un doigt humain qui portait une bague sur laquelle était gravé le nom de Rubino. C'est en ce moment qu'ils ont réalisé qu'ils venaient de manger un des leurs. L'administration coloniale, sous la houlette du gouverneur Gabriel Angoulvan, a donc décidé de faire payer très cher ce meurtre de Rubino. Et les abeilles, attention, attention. Vous avez mangé Rubino ou vous ne l'avez pas mangé. Vous êtes en train de soutenir que vous n'avez pas mangé Rubino. Mais qui l'a découpé? Qui l'a préparé? Ah oui, parce que quand on prépare, il y a l'odeur, la vapeur de la sauce qu'on aspire. Donc vous avez aspiré quand même l'odeur de cette sauce. Et puis, puisque doyen Calvaire, le doyen Calvaire dit que les gens ont bien préparé une bonne sauce pour les colons. Donc vous avez goûté à ce que vous avez mangé. Vraiment, les abeilles, vous êtes des esclaves. Chez nous, à Lakota, nous, on ne mange pas l'homme. Mais attention, on mange dans l'invisible. Cette volte-face violente des abeilles va conduire le gouverneur Angoulvan à changer sa doctrine de gestion de la colonie de Côte d'Ivoire. L'on passe donc à la méthode de pénétration pacifique. Nous sommes entre 1893 et 1908, qui succède la pacification par la manière forte de 1808 à 1915. Les abeilles qui se montraient réfractaires à la colonisation, au portage et aux travaux forcés liés au tracé du chemin de fer Abidjan-Niger étaient déportées dans des pays très éloignés de leur région. Bokassa, Sassou, Patassé seraient des abeilles. La suite de la déportation des têtes de file de la révolte des abeilles continue d'entretenir la polémique au sein des historiens et des anthropologues. Pour certains, ces abeilles qui, pour l'essentiel, ont été déportées en Centrafrique et au Congo-Brazzaville, ont eu des descendants qui aujourd'hui jouent les premiers rôles dans ces deux pays. L'on avance que les chefs d'État, Jean-Bédel Bokassa, Denis Sassou Nguesso et Ange-Félix Patassé, sont des descendants de ces déportés abeilles. Les tenants de cette thèse s'appuient sur les patronymes de ces hommes d'État dont les pays ont effectivement accueilli en 1910 des insurgés ivoiriens à l'époque coloniale à la suite de la révolte des abeilles. C'est une stratégie pour l'administration coloniale d'éloigner les meneurs de la résistance pour affaiblir ainsi les velléités de résistance. Il se raconte aussi que ces trois personnalités portent toutes des patronymes abeilles et ont des ascendants qui seraient originaires du village de Grand Maurier qui est situé à une dizaine de kilomètres et qui se trouve être également le village d'Ernest Boka. Les découpages sémantiques des patronymes laissent transparaître des consonances abeilles, ce qui a conforté dans leur position les défenseurs de l'origine ivoirienne des présidents congolais et centrafricains. Pour eux, la vraie identité de l'empereur Bokassa se décline par suite. Boka Assa. Celle de Ange-Félix Patassé est en vérité Pata Assé. Et le président Denis Sassou Nguesso aurait pour vrai nom Soassou Nguesso. Comme on peut le voir, ces trois présidents, selon le rapprochement qui ressort de ces études, portent effectivement des patronymes qui sont proches de ceux que portent les peuples abeilles de Côte d'Ivoire. Mais cela suffit-il pour confirmer la thèse de l'origine ivoirienne ou de leur appartenance à l'ethnie abeille?
Donc, les présidents Sassou Nguesso, Ange Félix Patassé et l'empereur Bokassa seraient des abeilles. Mais sincèrement, si cela est vérifié, je comprends pourquoi ils sont partis. Ils sont partis parce que ils ne pouvaient pas rester là avec vous les abeilles. Parce que vous là, vraiment, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un qui est devenu président. Eux, ils sont partis. Ils sont devenus présidents. Trois abeilles, présidents puissants d'Afrique. Bon. Désormais, Sassou Nguesso, président du Congo, Ange Félix Patassé, on dit plus Patassé, on dit Patassé, et puis Bokassa, l'empereur centrafricain. Bon, on va aller dans ces pays et puis on va ramener nos parents. Voilà, mais désormais, ils ne vont plus à Beauville, ils vont directement à Petit Paris, à La Bouta. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, on retient que vous les abeilles, vous avez mangé rubineux. C'est pourquoi maintenant, tous les abeilles qui vont voir cette vidéo, vous vous abonnez immédiatement. C'est une obligation. Allez, ciao, ciao.